Bonjour et bienvenue au 27e épisode du Marc Show. Aujourd'hui, on est avec François Dubois. Bonjour. Salut. Ça va bien? Yes, toi? Oui, merci beaucoup. Dans le fond, aujourd'hui, c'est un podcast beaucoup plus... c'est un thème que je voulais explorer plus sur l'investissement, la business, l'argent. François, toi, tu fais quoi dans la vie normalement? C'est quoi ta profession? Ben, ma profession, je suis négociateur de marché boursier. J'ai commencé en 94, fait que ça va faire... j'ai commencé en en 94. Ça va faire bientôt 30 ans. Mais depuis 5 ans, je donne aussi en parallèle des formations, comment bien investir en bourse. Parce que maintenant, on le voit depuis la pandémie, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça devant les ordinateurs. Le monde restait devant les ordinateurs puis ils veulent investir. Le monde aime beaucoup faire du day trading, mais j'essaie à les pousser plus à faire. On va parler sûrement du day trading parce que c'est une passion pour beaucoup de personnes, mais le monde met beaucoup de côté l'investissement à long terme. Puis justement, avec tes auditeurs qui sont jeunes, souvent commencer à investir super jeune, ça peut rapporter gros sur le long terme. En soi, c'est exponentiel. Oui, ça peut s'accumule. Ça peut monter vite avec les intérêts composés. Là, il y en a qui disent que c'est la 8e merveille du monde, là, mais avec les intérêts composés, ça monte extrêmement vite. Donc, quand tu étais jeune, tu étais allé au secondaire, sûrement au cégep, je pense? Oui. Ou tu n'es même pas allé au cégep? Est-ce que tu es, dans le fond, ma question, c'est est-ce que tu es allé directement dans le trading? Tu savais que tu voulais faire ça de ta vie ou tu as essayé de commencer un autre métier, puis tu as décidé de faire ça sur le côté, puis ça a pris plus d'ampleur, puis tu as décidé d'aller là-dedans dans la vie? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? J'ai quand même un parcours atypique. Sans rentrer dans le mélodrame, ma mère est morte quand j'étais jeune, donc j'ai un héritage quand j'avais 6 ans. J'ai pas peur de parler des chiffres. Là. Quand j'avais 6 ans, j'ai reçu, je pense, 50 000 $. Puis mes parents adoptifs, mon oncle, ma tante, qui ont mis ça, étaient secrétaires, puis chauffeur d'autobus, pour eux autres qui allaient gérer mon propre argent. Donc, ils ont mis ça dans les mains d'un courtier. Puis là, quand j'ai eu 16 ans, le courtier, il m'appelle, puis il dit là, quand tu vas avoir 18 ans, on se prépare, qu'est-ce qu'on fait avec ton argent? Donc, il t'invite à la tour de la bourse, les bureaux, bouton de manchette, c'est super impressionnant. J'ai dit, Colin, c'est hot ton affaire. J'ai dit, moi, plus tard, je veux faire comme toi. Fait que j'ai dit, tu vas me perdre comme client. Fait que je savais un peu où je voulais m'enligner. Donc, c'est ça, j'ai fait mon admission. J'ai un bac, j'ai pas un bac, j'ai un DEC en sciences administration seulement. Donc, il fallait que j'aille à l'université parce que j'ai pas fait de technique. Donc, j'ai fait mon admission à l'université de Sherbrooke. Mais dans le temps, c'était super contingenté. Puis le programme de stage était super bon. Puis c'était difficile de rentrer là. Puis ma moyenne générale était de 75, qui est correct, mais sans plus. Là, ça dépend. C'est très average. Puis c'est très average. C'est très average, c'est ça. Puis c'est ça, tout le monde veut aller en finance à l'université de Sherbrooke. Je ne sais plus si c'est le même maintenant. Mais bref, ils m'ont mis sur une liste d'attente. 3 mois ou 6 mois, je pense. Puis après ça, un autre 6 mois. Puis là, j'ai dit, après un an, j'ai dit, Colin, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai dit, de toute évidence, je n'irai pas à l'université. Donc, ça ne me tentait pas de revenir faire une technique en administration. Et fait que là, j'ai appris par la bande qu'on pouvait être négociateur marché boursier. Parce que moi, je voulais travailler pour une banque. Tu sais, comme on voit dans les films, là, bouton de manchette, veston, cravate. Comme Wall Street. Comme dans le film Wall Street. Tu veux être le Wolf de Wall Street. Oui, je voulais être le Wolf de Wall Street, mais c'est ça, je voulais avoir des clients. Sans la partie croche, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, j'étais allé à Montréal, j'ai suivi un cours de négociation. Et puis, on m'a présenté du monde à la tour de la bourse. Et puis, la seule chose qu'il fallait pour travailler sur le parquet de la bourse, puis transiger son propre argent, dans le fond, c'est la même chose qu'être un courtier, sauf au lieu de transiger l'argent des autres, j'ai pas de licence, donc c'est mon propre capital que je transige. Donc, ça prenait un certain capital. Dans le temps, ça prenait 25 000 $. Donc, j'ai commencé à 18 ans. J'ai déposé de l'argent dans un compte. Et puis, des fois, le monde pense qu'il faut être super intelligent, qu'il faut avoir un bac vraiment pour faire le métier que je fais. Pas vraiment. Quand je travaillais sur le parquet de la bourse, il y avait des professeurs d'art plastique, il y avait des sociologues, il y avait un chauffeur de taxi. Donc, n'importe qui avait un certain capital pouvait se lancer à faire ça. Donc, j'ai toujours voulu faire ça, mais je voulais travailler dans une banque. La banque et l'université n'ont pas voulu de moi, donc tant mieux. J'ai sauvé 3-4 années d'université. C'est sûr. Puis j'ai commencé sur le parquet à 18 ans. J'étais le plus jeune dans le temps sur le parquet parce que c'est quand même du monde d'un certain âge. Là. La plupart du monde avait 10 ans de plus que moi. Là. Donc j'étais le plus jeune. Fait que j'ai appris quand même avec du monde d'expérience. Ça m'a permis de graduer d'une façon de parler assez vite. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça à l'université. Puis même à l'université,
ils vont t'apprendre la macroéconomie, ils vont t'apprendre la théorie, mais comment transiger, c'est plate, là, il n'y a pas de... Mais maintenant, oui, là, mais dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'école de trading. Tu apprenais sur le tas. Puis il y a des bonnes histoires, on en parlait, il y a des bonnes et il y a des moins bonnes histoires. Là. Quand j'ai commencé, c'est pas tout rose en partant. Là. Après 6 mois, j'ai perdu 50% de mon capital. Là. C'est Là, souvent ça qui arrive. Oui, oui. Puis même encore dans le temps, puis encore aujourd'hui, là, le monde met de l'argent, puis il joue à la bourse. J'aime pas ça dire ce mot-là, mais il joue à la bourse, puis un peu comme le casino, là, après avoir mis, on va dire, 100, 200 ou 1000 dollars, souvent ils perdent leur capital, puis après ça, ils arrêtent, puis ils disent la bourse, ça vaut pas de la merde, c'est pas bon. Fait que, tu sais, le truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, de se former. Mais bref, j'ai toujours voulu faire ça. Mais mon emploi avant 18 ans, écoute, j'étais emballeur chez Métro, je travaillais au Pacini, puis j'avais 2 runs de journaux. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, le monde dit, qu'est-ce que tu as fait avant, c'est quoi ton background? C'était pas là-dedans. C'est pas super glorieux là, avant, fait que j'avais une job étudiante, mais c'est ça. À partir de 18 ans, j'ai été chanceux. Mais en soi, tu as commencé à 18 ans, donc c'est sûr que t'étais pas médecin avant de devenir day trader si tu as commencé à 18 ans. C'est ce que non, c'est ça. C'est normal que tu aies eu ces emplois-là, ces emplois de. C'est ça. Mais il y en a beaucoup, c'est ça, qui se montent un capital, comme un banquier qui est genre semi-retraite, puis il a voulu continuer à la bourse, puis j'en connais beaucoup qui sont plantés. Là. Ça prend un certain talent, ça prend, on en parlera, ça prend certaines aptitudes. Surtout la discipline, tu sais, toi, t'es un gars sportif que. Je vois tes vidéos, puis je vois toutes tes activités, tu es ultra sportif, mais c'est la même chose. Là. Puis aujourd'hui, j'ai tourné un autre podcast, puis on parlait de la réussite, qu'est-ce que ça prend, puis ça prend de la discipline, que ce soit pour la bourse, que ce soit pour le sport, que ce soit pour n'importe quoi. C'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné, ça ne fonctionnera pas. Tu réponds à des questions que j'allais te poser plus tard, c'est bon. Là, juste une petite question pour essayer de me comprendre. Moi, quand tu as commencé, tu avais 18 ans, comment ça fonctionnait? Tu allais sur place pour le faire? Oui. C'était pas ça derrière ton ordi non, là, comme aujourd'hui. Maintenant, c'est électronique, mais quand j'ai commencé en 94, de 94 à 2000, c'était sur le parquet de la bourse. Un peu comme on voit dans le film les films Wall Street et compagnie, avec on lance les papiers, on prend des commandes, et puis le monde crie, on transige avec des signes, puis on crie. Donc, c'est un peu la même chose aujourd'hui, sauf que je transige avec la personne en face de toi. Comme toi, tu étais peut-être un courtier pour, on va dire, la Banque de Montréal. La Banque de Montréal avait du monde au desk où ils répondaient. Puis là, tu étais la personne dans la corbeille de négociation. En anglais, on dit le pit. Donc, tu prenais les ordres, tu exécutais les ordres des clients de ton boss. Puis moi, de l'autre bord, je faisais la contrepartie. Donc, j'achetais ou je vendais les actions que tu voulais acheter. Moi, c'était pas vraiment des actions quand j'ai commencé, c'était des contrats à terme. Là. On peut dire des commodités comme le pétrole, le coton, des trucs de même. Moi, c'était des produits, des taux d'intérêt. Mais oui, bref, c'était physique. Là. Je restais dans le Vieux-Montréal. La tour de la bourse était à Montréal. C'était à 5 minutes de marche. Fait que de 94 à 2000, c'était vraiment physique. Puis ça a été des bonnes années, pas nécessairement monétairement, oui, mais ça a été des bonnes années d'expérience. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, à partir de 2000, ça a tombé électronique. Ça n'a pas rapport au bug de l'an 2000, mais tout a tombé électronique. Donc, n'importe qui avait un ordinateur et l'Internet pouvait faire ça de chez lui. Fait qu'à partir de 2000, tout se fait électronique. Mais l'électronique, c'est quand même bien. Là. C'est vraiment différent. À la criée, le seul contact que j'avais, c'était toi, puis on était peut-être genre 500 traders, mais maintenant, électronique, on trade avec le monde, là, avec des millions et des milliers de personnes. Sûr. Est-ce que tu préfères ça derrière ton écran ou t'aimais ça être en vrai la question, je le dis souvent, mon cœur de trader, il est mort quand le parquet a fermé. Mais j'adore ma job, là, puis mes meilleures années, ça a été électronique. Là. Mais sur le parquet, il y avait de la camaraderie, c'était super le fun. Là, on échangeait, puis on pouvait... C'est vraiment une bonne école de vie aussi, parce que maintenant, à l'ère de l'Internet, le monde, ça s'en va promener, puis ça se monte des grands chevaux vite, il y a beaucoup de monde sur le lait. Mais sur le parquet, si tu pognais une chicane avec quelqu'un, il fallait que tu le règles tout de suite, là, parce que le lendemain, tu retravailles avec lui. Là. Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup de... Il fallait avoir une carapace quand même assez forte, il fallait avoir un certain talent de gérer nos émotions, il fallait être diplomate. Mais c'est ça. J'aime-tu mieux électronique ou à la criée? C'est une bonne question. C'est différent? Oui, c'est ça. C'est vraiment différent. Mais j'ai eu plus de plaisir. Ouais, c'est ça. J'ai eu plus de plaisir quand j'étais sur le parquet de la bourse. Mais électronique, ça m'a permis de développer une certaine discipline.
parce qu'on compétitionne, c'est un peu comme un sport, on compétitionne comme plein d'autres traders. Puis mes meilleures années ont été électroniques. Fait que plus de fun à la crier, mais plus payant électronique. Je vois ça. Fait que, exemple, aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, c'est pas un bon exemple, mais exemple ta semaine. C'est quoi une journée, durant ta semaine, je veux dire, c'est quoi une journée typique pour toi? Comment tu gères les stress liés au marché? Comment tu gardes une balance entre ta famille puis le trading? Parce que ça continue toute la journée, cette affaire-là. Comment tu gardes un équilibre? On peut transiger maintenant à l'ère de l'électronique, on peut transiger 24 heures sur 24, donc il faut avoir une certaine discipline. Au début de l'électronique, moi je n'en avais pas. Je transigeais 2 heures le matin, 4 heures quand tu te réveilles. Puis à un moment donné, il faut trouver les produits qu'on aime transiger. Mais ma routine c'est quand même assez simple. Je me lève à 7 heures, je m'en vais devant mes écrans, je regarde les nouvelles économiques, qu'est-ce qui s'est passé. Exemple, si le pétrole a bougé durant la nuit, tu le sais qu'au courant de la journée, tous les titres de pétrole, il va y avoir de la volatilité. La même chose maintenant avec la crypto-monnaie, le Bitcoin. Si le Bitcoin a bougé, toutes les crypto-monnaies ou même les actions sur le Bitcoin qui est relié à la crypto-monnaie, ça va bouger. Donc, de 7 à... Là, je vais mentir un peu. Là, de 7 à 9, je fais une préparation, mais de 7 à 9, je transige aussi. Je transige les marchés européens. Avant que les marchés américains rouvrent, avant 9h30, là, les heures officielles des marchés américains, je transige les marchés d'Europe. Donc, de 7 à 9, je transige l'Europe, puis je me prépare aussi en regardant qu'est-ce qui va se passer des marchés américains. Le marché américain rouvre à 9h30, le marché des actions. Puis après ça, ça ferme à 4h de l'après-midi. Mais mon meilleur temps pour transiger, moi, après mes années d'expérience, moi, c'est surtout de 9h30 à midi. De midi à 2h, le monde sont partis en lunch, je sais pas, c'est tranquille, il ne se passe rien. Puis souvent, après ça, l'action revient à partir de 3h. De 3 à 4, ils appellent ça le Power Hour. C'est super volatile. Mais tu sais, si tu as eu une bonne journée l'avant-midi, la dernière heure, moi, je ne veux pas transiger. Je sais qu'on peut en faire plus, mais ça me tente pas. C'est risqué. C'est risqué, puis ça ne me tente pas de leur donner. Tu as fait, whatever, peu importe les chiffres, tu as fait 500$, puis la dernière heure, tu en redonnes 250$. À la fin de la journée, tu as fait de l'argent pareil, mais c'est poche. En une heure, tu as redonné la moitié que tu as fait toute ta journée. Tu as travaillé toute ta journée juste pour perdre la moitié dans la dernière heure. C'est ça. Fait que des fois, un peu, je vais faire une analogie avec les artistes, les humoristes, quand ils sont au top de leur art, des fois, c'est bien de se retirer. Fait que, moi, si j'ai une bonne journée et puis 11 heures, j'ai pas de mal à arrêter ma journée, puis après ça, je fais d'autres trucs, là, du sport, je m'amuse. Tu gardes un équilibre. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Oui, il faut un équilibre, puis on travaille avec des chiffres, puis c'est beaucoup, tu sais, le monde pense qu'on est juste devant un ordinateur, puis on fait juste regarder des graphiques. Oui, mais le hamster, dans notre tête, ça tourne tout le temps, tout le temps. On fait juste penser, hey, on achète-tu, on vend-tu, hey, qu'est-ce qu'on fait, hey, je devrais-tu. Le hamster, il est tout le temps en train de rouler. Fait que quand la journée est finie, là, c'est bien de décanter et prendre une pause. T'es capable, par exemple, il est rendu 6 heures, tu réfléchis pas à ce que tu devrais acheter Amazon le lendemain matin, mais avec les... Non, je suis pas capable. Non, je suis pas capable. Ok, t'es pas capable. Non, je suis pas capable. Ouais, c'est ça. Ben, je suis capable de décrocher. Je suis pas capable de décrocher, mais tu sais, j'ai mon téléphone ici, j'ai tout le temps maintenant, tout le monde a un téléphone, on a accès à toutes les données. J'ai mon application de trading sur mon téléphone. Je trade pas, mais je regarde tout le temps des codes. C'est une job qui finit pas, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Je transige quelques heures par jour, mais après ça, quand on est passionné, quand on aime notre job, on va tout le temps rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe. Là. Mais bref, je regarde, il y en a qui vont regarder, il y en a qui vont écouter des podcasts, il y en a qui vont écouter des mini-séries. Moi, je regarde des graphiques. Là, à chacun son passe-temps. Exactement. Puis est-ce que dans ta journée, il y a du stress lié à ça? Est-ce que tu es stressé, que ça monte, ça descend? Est-ce que peut-être qu'en ce moment, il n'y en a plus, mais dans tes premières années, tu étais très stressé? Comment tu gères ton stress à ce niveau-là? Oui, c'est important de gérer son stress, un peu comme dans n'importe quoi. Là. J'ai une certaine facilité. À l'intérieur, je suis capable je suis comme un robot. Et c'est important, encore là, ça revient à la discipline. Il faut être discipliné, il faut être comme un robot. Si on laisse nos émotions embarquer, on va arrêter tout de suite. Quand j'ai commencé sur le parquet de la bourse, il y a un monsieur qui faisait de la simulation sur papier, pas électronique, ça n'existait pas dans ce temps-là. Il faisait de la simulation. Puis après 6 mois, il a dit bon, ben là, je suis capable, j'y vais. Puis il se lance dans la corbeille, puis je pense, après une journée, il a perdu 2500$. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup dépendamment le capital que tu as. Mais il est trop stressé, il dit c'est pas pour moi ce job-là. Puis il est parti tout de suite. Donc, c'est ça. Donc,
mais j'ai une certaine facilité à gérer mon stress. Mon corps, des fois, dit t'es trop stressé, là, mais à l'intérieur, je le vis bien. Même au début, quand j'ai commencé à travailler sur le parquet de la bourse, j'ai perdu 50% de mon portefeuille. Quand j'ai dit ça à mes parents, voyons, François, retourne à l'école, qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je n'étais pas stressé. J'ai dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, je vais réussir. Il faut mettre du temps, des efforts. Transiger à son compte, c'était pas comme être un entrepreneur. Là. On ne compte pas nos heures. Puis, quand j'étais sur le parquet de la bourse, à 19 ans, de 7 h le matin à 9 h le soir, j'étais devant les écrans. Là, puis je faisais de la simulation, je faisais des analyses. Donc, on ne comptait pas nos heures. Donc, si on est en contrôle de la situation, si on est en contrôle, puis si on sait qu'est-ce qu'on fait, ça nous permet de contrôler notre stress. C'est bien d'avoir du stress parce que si on n'est pas stressé, si on pense qu'on est le meilleur du monde, que ce soit la bourse ou le sportif ou dans n'importe quel domaine, si on pense qu'on est meilleur, des fois on va sur confiance, puis on va se planter. Donc c'est important de gérer son risque. Là. En soi, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais je relate à toi un peu. Moi aussi, on dirait, comment tu le décris, c'est comme ça un peu, je ressens le stress dans la vie. Bien, les sportifs, il y a beaucoup, c'est une étroite relation, les sportifs, qu'est-ce que vous faites, puis négocier, c'est beaucoup. Continue. Moi, j'ai beaucoup de stress. On dirait que je le vis pas mal, puis je suis quand même de contrôler mes émotions, puis foncer, pareil, même avec du stress, ça peut me pousser. Vraiment, je vis zéro négatif. Ben, tu sais, du stress, il y a du bon, puis il y a du mauvais stress, là. Tu sais, un peu comme qu'est-ce que tu vis, moi un peu qu'est-ce que je vis. Moi, il y a du moins bon, là, mais il y a beaucoup de bon aussi. Là, puis, tu sais, le bon stress, c'est positif là, aussi. C'est ça qui nous permet d'avancer puis de se dépasser. Là. En effet. Là, si on parle un peu de tes investissements, est-ce qu'il y en a un qui s'avère être marquant, une grosse réussite? C'est quoi les leçons que tu en as tirées de cet investissement-là? Oui. Mes meilleurs investissements, je ne parlerai pas d'investissement à long terme, mais je vais parler mes meilleurs coups et mes moins bons coups. Le monde aime ça entendre parler de coups d'argent. Le monde aime ça parler d'argent. On va parler de beaucoup d'argent, puis on va parler de grosses pertes aussi. Ma meilleure transaction que j'ai faite, c'est en 1998. J'étais sur le parquet de la bourse. Ok, c'était au début, ça. 98, ça faisait quand même 4 ans. Ok, 4 ans, mais c'est quand même dans le... Oui, c'est ça, c'est au début, là. Tu sais, j'étais quand même début vingtaine, et puis j'avais une position sur les taux d'intérêt, sur un produit. Et puis là, la Banque du Canada a monté les taux de 1 point. Comme ça, maintenant... Juste de même, le banc. De même, parce que out of the blue, comme on dit, mais maintenant, ils annoncent la journée, puis ils annoncent l'heure qu'ils vont faire un move, qu'ils vont monter ou baisser. Mais dans le temps, on ne savait pas c'était quand. Donc, j'avais une position, puis pas juste moi, là, mais... J'ai fait 130 000 $ en 5 secondes. Et si on compte ça de l'heure, là, c'est super payant. Mais ça, c'est un one-shot deal. Puis la personne à côté de moi a fait 400 000, un autre 200, mais il y en a qui a des positions inverses. Fait que, ça, c'est les bons coups, puis les mauvais coups. Un de mes amis a perdu 200 000 $. Lui, il a perdu 200 000 en 5 secondes. Puis il a fallu, après ça, il y a eu des appels de marge. Puis après ça, il a fallu qu'il y ait du monde qui l'aide à financer. C'est un bon négociateur, sauf qu'il avait pris une position... malgré lui, contre la Banque du Canada, mais il ne pouvait pas savoir que ça aurait pu être moi aussi. Ouais, donc, c'est ça. Mon meilleur coup, c'est pas un investissement, mon meilleur coup, c'est ça. Sinon, j'ai juste demandé, tu avais combien de capital sur cet investissement-là pour faire 130 000? bonne question. Parce que c'est sûr que si tu avais 2 millions, faire 130 000, mais c'est pas rien, mais c'est moins marquant que si tu as mis 5 $ pour faire 130 000. Non, je te dirais, j'avais peut-être, on va dire, un 300 000 en jeu. Parce que c'est des produits qui transigent sur marge. Donc, ça faisait quand même un bon rendement. Ouais, c'est bon, 25%. Oui, c'est ça. Sinon, côté électronique, je ne me souviens plus c'est quelle année, mais exemple, ma meilleure année, j'ai fait 6 millions. C'est pas mon meilleur... oui, c'est un très bon investissement, mais je parle sur un an. Mais là-dessus, on a tellement des frais, fait que moi, je payais, je pense... le profit est Oui, j'avais 6 millions de revenus. Mais j'ai eu, parce que j'avais quand même un haut taux de transactions, de frais et puis de produits que je transigeais, il y a au moins 50% de frais de commission qui est parti. 50%? Oui, 50%, c'est beaucoup. Moi, je roulais comme ça. J'avais un gros taux de volume. Mon taux de commission, là, il était 50%. Fait que si je faisais une pièce, il m'en restait 57. Bref, ça, c'est une bonne année. Et puis sinon,
une mauvaise histoire, parce que c'est bien de parler des bonnes, on va parler des moins bonnes aussi. Ma moins bonne, j'ai perdu 800 000 en 3 mois. Puis ça, quand on parlait de discipline tantôt, j'ai manqué de discipline, puis toutes les erreurs de négociation qu'on peut faire, genre moyennant la baisse. Tu sais, mettons, tu achètes quelque chose, puis c'est pas un bon titre, puis ça descend, puis tu dis, je vais en acheter d'autres, puis si ça remonte juste un peu, ben, je vais sortir, puis ça va être correct. Mais tu sais, t'achètes, ça descend, t'achètes, puis ça remonte. Exemple, le cannabis. Tu sais, le cannabis, il y a eu des bonnes parts, mais maintenant, tous les titres de cannabis, c'est vrai ça. Ça l'a chuté, là. Il y a plusieurs compagnies qui ne sont plus là, puis il y en a, ça vaut encore 50 cents quand ça valait 60 $. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut prendre sa perte. Il faut, que ça soit dans n'importe quel domaine encore là, tu sais, si on n'est pas bon ou si on fait des erreurs, il faut faut arrêter l'hémorragie. Puis moi, c'est ça, j'ai toutes fait les erreurs possibles qu'un nouveau négociateur peut faire. Donc, 800 000 $ en 3 mois, je pense que c'est ma pire. Là. Parce que je vois souvent sur Internet, buy the dip, genre, puis faire je sais pas c'est quoi le terme, je sais plus le terme, là, mais de toujours racheter. Même quand average down. Exactement, c'est average exactement down. ça. Average down, il y a des techniques, en anglais c'est dollar cost averaging, du DCA. C'est bien à faire. Puis tu sais, moi, je le recommande. Je ne fais aucune recommandation, mais moi, je le fais personnellement. Puis je dis au monde, si vous voulez faire ça, vous le faites sur des titres de qualité. Exemple, Dollarama, je ne dis pas d'acheter Dollarama, là, mais tu sais, Dollarama, Metro, Apple, Amazon, tu sais, versus des titres, des compagnies qui sont profitables, qui font de l'argent, qui ont un bénéfice net, tu sais, qui ont une belle croissance, versus des titres, je ne dis pas que c'est pas bon, là, mais tu sais, les titres de cannabis, beaucoup de compagnies, ils n'ont pas de revenus. Les titres de biopharmaceutiques, ils n'ont pas de revenus. C'est des compagnies à risque. Fait que, bref, buy the dip ou faire des average down, c'est bien. Mais encore là, ça te prend un plan de match. Exactement, ça j'allais te dire, justement, c'est pas juste de faire ça sans aucune stratégie. Si tu as une stratégie derrière, ça peut être une bonne idée. Moi, quand je parle à des jeunes, là, mettons 18 ans, puis ils disent j'ai pas d'argent à mettre de côté pour ça plus tard, voyons donc. On va donner un chiffron, là, moi je dis 1200 $. Un jeune de 18 ans, là, il est capable de mettre 1200 $ de côté par année, je crois. Puis ça représente 100 $ par mois. Fait que quelqu'un qui veut commencer à la bourse, au lieu d'investir 1200 $ d'un coup, tu sais, le fameux buy the dip ou average down, mettons, tu dis, moi je vais acheter 1200 $ de Facebook. Puis, au lieu d'acheter le 1er janvier 1200 $ de Facebook, ça se peut que tu achètes le top, ça se peut que tu achètes le bas, on le sait pas. Fait que tu sais, le fameux DCA, le dollar cost averaging, ben, tu achètes 100 $ par mois. Fait qu'à la fin de l'année, là, au début de l'année, tu vas peut-être acheter du Facebook à 200. Après ça, tu vas en acheter à 180. Après ça, tu vas en acheter à 300. Tu vas peut-être en racheter à 100. Mais à la fin de l'année, ça va te faire une belle moyenne. Fait que, tu sais, ça, c'est une façon de gérer son stress aussi. Tu sais, moi, des fois, quand je prends au début, là, j'en parle beaucoup, mais au début, je faisais pas ça. Là. Mettons, j'ai 2000 $ à mettre dans mon REER, mais j'achetais 2000 $, pouf, puis après ça, j'attendais. Si tu achètes, peu importe le montant, on divise par 12. Là, fait qu'on achète le même montant à chaque mois. Ça te fait une belle moyenne. Tu n'es pas stressé. Mais il faut faire ça sur des titres de qualité, par exemple. Fait que toi, ton conseil aux jeunes, à la jeunesse, ça serait d'investir vraiment au long terme en dollar cost averaging par mois, par exemple. Oui, c'est le meilleur conseil que tu donnerais. C'est le meilleur conseil que je donne. Puis je ne veux pas le garantir encore là, mais si on achète des titres de qualité, des compagnies qui sont profitables, pas des compagnies, on dit qu'ils font de l'argent, pas des compagnies qui ont des revenus, parce que, exemple, les titres de cannabis là, qui ont 100 millions de revenus, mais ils ont 120 millions de dépenses, ils ne font pas d'argent, ils n'ont pas de bénéfices nets. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir des compagnies qui ont des bénéfices nets. Puis maintenant, là, tu sais, le monde qui veut acheter pas du Instagram, mais du Facebook par la bande parce qu'ils aiment ça du Facebook. Mais tu sais, maintenant, on appelle ça des ETF. C'est comme un regroupement d'actions technologie. Tu as des regroupements d'actions d'écologie, tu as un regroupement d'actions de secteur des banques. Fait que quelqu'un qui va acheter une banque, au lieu d'acheter une banque, pourquoi pas acheter le groupe de la banque? Quelqu'un qui va acheter la technologie, qui achète le secteur de la technologie. Donc, c'est ça le meilleur conseil que j'ai à donner. Au lieu d'acheter des actions, peut-être des regroupements d'actions, on appelle ça des ETF, des FNB, des fonds négociés en bourse. Ça, c'est le meilleur conseil. Tu sais, je le sais, le monde qui nous écoute, peut-être qu'il connaît ça, des penny stocks, des titres pas chers à 2 cents. C'est ça que le monde veut faire. C'est là que tu vas faire en 5 secondes par 130 000 en soi, mais au long terme, c'est jamais la bonne idée. Non, c'est ça. Tu sais, acheter un titre à 2 piastres puis le revendre à 500 piastres, on veut tout faire ça. C'est sûr. Mais tu sais, s'acheter un billet de loto, ben non, moi j'en connais pas du monde qui ont gagné, là, mais on en voit du monde qui gagne à la loto, mais c'est quoi les odds? Fait que transiger des penny stocks, je sais que c'est super intéressant, c'est pas cher,
Mais tu sais, des fois, c'est mieux de mettre à acheter une action à 100$ puis acheter seulement, on va dire, 10 actions pour le long terme, c'est mieux que des penny stocks. Fait que, bref, le meilleur conseil, allez-y avec des titres de qualité, des trucs que vous connaissez, des compagnies qui sont profitables, à bénéfice net. Puis à chaque année, on investit, on investit. Si vous commencez à 18 ans, j'avais sorti un tableau à un moment donné sur Excel. C'est beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'argent, mais si on investit environ, à 18 ans, on ne peut peut-être pas faire ça. À partir de 22, 23 ans, je pense qu'on peut. Là. Mettons qu'on investit 5 000 par année. Tu sais, le CELI, pour le maximiser, c'est 6 000 Si on maximise ton CELI de 18 ans à 40 ans, je crois, tu vas avoir mis sur 22 ans, tu vas avoir mis 6 000 tu vas avoir mis grosso modo environ 120 000 Puis à 40 ans, là, ton 120 000 avec des titres de qualité, avec une moyenne entre 5 et 10 par année, ça frise quasiment le million. Là. C'est environ, je pense, 700 000. Fait que, tu sais, tous les jeunes qui nous écoutent, là, je ne veux pas dire que c'est facile la bourse, mais si on achète des titres de qualité, si on fait bien ça, puis on commence jeune, c'est ça le nerf de la guerre, c'est si on commence jeune, vous allez l'avoir, votre maison de luxe ou votre auto exotique que tout le monde veut se payer. Fait que pas tout de suite, mais à 40 ans, il y a des bonnes chances. Ben, c'est c'est vraiment au long terme que ça paye l'investissement, parce que le marché s'est prouvé que ça monte toujours. Exemple, tu achètes le S&P 500, c'est un ETF, ça, c'est le plus gros ETF. Ben, c'est un indice, tu as le S&P, tu as le Nasdaq côté technologie. Exactement. Ouais. Il a prouvé avec les années que ça monte toujours de 5 à 10%. Donc, si tu maximises ton CELI et tu investis au long terme, c'est quasiment impossible que tu sois perdant là-dedans. Là. Tu parles du S&P 500, puis j'aime ça parce que c'est le titre, ben, c'est l'indice que je parle de référence. Ça fait super longtemps qu'il existe, le S&P, ça fait quasiment 100 ans peut-être, ou un peu plus de 100 ans. Puis, tu parles de moyenne, là, le S&P 500, les 80 dernières années, il rapporte 10% par année. Donc, quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, tu sais, 10% par année, une année, ça peut être moins 20%, une année, ça peut être plus 20, une année, ça peut être juste up 5, l'autre down 5, mais en moyenne, 10% par année, là, moi, je sais, là, c'est super hot, là. Fait que quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, il parque ça dans le S&P 500, puis le passé n'est pas garant du futur, là. C'est pas des recommandations que je donne, mais le passé n'est pas garant du futur. Mais tu sais, si on se fie au passé, puis le S&P 500, tu sais, tous ces indices-là, souvent quand les compagnies, parce que le S&P 500, ça dit, c'est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis, si à un moment donné, une compagnie va mal, tu parles, tu dis, ça monte tout le temps, ces affaires-là. La façon que c'est fait, ces indices-là, quand une compagnie ne fait plus d'argent ou ne répond plus à certaines conditions, sont enlevés de l'indice. Fait qu'ils gardent juste les meilleurs. Donc, c'est un très bon exemple, le S&P 500. Est-ce qu'il y aurait d'autres ETF que tu recommanderais, des secteurs que toi tu préfères? C'est pas nécessairement de... Non, c'est pas des recommandations. C'est pas des recommandations, mais que toi tu préfères. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Écoute, oui. Un ETF, ça s'appelle COW, comme vache, C-O-W. Ça, c'est l'indice de l'agriculture. Tu sais, sur la Terre, là, on est rendu combien? 8 milliards, puis ça fait juste monter. Le monde veut le manger. Ben, l'indice de l'alimentation... vous regarderez ça, là, je pense que ça rapporte depuis les 20 dernières années 8%. C'est quand même très bien. Sinon, il y a un autre ETF sur l'eau. Je me souviens plus c'est quoi le symbole, là, mais sur l'eau. Tu sais, de l'eau, il y en a beaucoup sur la Terre, là, mais de l'eau potable, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a un autre ETF sur l'eau. Sinon, il y a le secteur technologie. Technologie, il y a le Nasdaq, mais ça, c'est beaucoup plus volatile. Ouais, mais quand même, tu sais, la technologie, sinon, il y a le secteur défensif, encore là, à vérifier. Je ne me souviens plus c'est quoi le symbole, mais le secteur défensif, c'est une belle façon de se protéger un peu quand le marché boursier tombe. Le secteur défensif, des pâtes à dents, de la nourriture, des compagnies d'épicerie. Des affaires de base dans le fond. De base, toi. C'est ça. Donc, tout le monde va toujours manger, tout le monde va toujours boire, c'est ça, le truc, va brosser les dents. Effectivement, le truc, c'est d'être diversifié. On ne fait pas all-in, on ne met pas 100% dans le Nasdaq, on ne met pas 100% dans le S&P 500, on ne met pas 100% sur l'écologie. Le truc, c'est d'être diversifié. Puis quand on parle de diversifié, c'est pas nécessairement avoir 20 secteurs. T'sais, entre 5 et 10 secteurs, c'est parfait, là. Toi, est-ce que, je sais que ta job en soi c'est un day trader, est-ce que tu as des investissements à long terme ou c'est vraiment plus sur le day trading? Non, j'ai de l'investissement à long terme. J'ai pas le choix parce que le day trading, sur 30 années quasiment que je transige, j'ai quand même 5 années négatives. Là. Donc mes investissements moyen et long terme, ça compense en général. Donc c'est important d'être diversifié. Faire du day trading, c'est juste une corde de plus à mon arc. Là.
Mais c'est ça. C'est une grosse corde, là, parce que C'est la c'est principale. mon métier, oui. Mais oui, je suis diversifié long terme aussi. Bon, j'aimerais aborder maintenant justement ta compagnie Day Trading. On voit que tu as une casquette, un chandail. C'est quoi tes initiatives, tes motivations de commencer cette compagnie-là? Puis c'est quoi tes aspirations Ouais. envers cette compagnie-là? Encore là, quand j'ai parti ça, ça fonctionne très bien. Je me suis fait prendre le bras dans le top d'heure, puis j'ai pas le choix. On a toujours le choix, là, mais quand j'ai parti ça, parce que depuis 2000, c'est électronique, et puis depuis 2000, c'est ça, de 2000 à 2007, je transigeais dans des bureaux avec du monde. On est environ une centaine de traders. Puis quand j'ai déménagé chez nous à Magog, à partir de 2007, je travaille tout seul dans mon bureau. Je transige seul dans mon bureau. Et puis à un moment donné, je me suis parti tout bonnement, juste un groupe Facebook, Day Trading. Et puis je voulais juste échanger avec d'autres négociateurs. Donc j'ai parti ça, puis ça a quand même monté vite, 100 membres, 200, 1000, 2000, on est rendu à presque, on a dépassé le 18 000 membres. Mais c'est ça, je voulais juste échanger avec d'autres personnes. Puis mon but, c'était de. Je voulais pas vendre de cours. Là. Moi, je ne suis pas un professeur. Je suis quand même bon pédagogue, là, mais je ne suis pas professeur de base. Donc, je voulais seulement échanger avec des négociateurs, mais ce n'est pas nécessairement juste des négociateurs qui est rentré dans mon groupe. Donc, étant entrepreneur, à un moment donné, il y a du monde qui dit « Ah, François, tu donnes-tu des cours? Donnes-tu des cours? » Non, 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 mais à un moment donné, on s'est compté. Là. Mettons, il y a 100 personnes qui veulent un cours. Là. Je vais vous le montrer. Là. Donc, je ne vends pas de rêve, je vends simplement mon expérience. Mais c'est ça, c'est comme ça que Day Trading a débuté. Ça a pris du temps. J'ai ça depuis 2018, donc presque 5 ans. Fait que, Ça a commencé en 2018, c'était le groupe Facebook. ouais, le groupe Facebook, puis après ça, 2 ans, le groupe Facebook a monté, puis je crois 2 ans après, là, peut-être plus depuis 2020, là, on va dire depuis 3 ans environ, j'ai ouvert plus la machine, la formation. Ça, mais je vois, c'est assez récent, c'est ça que je me disais. Oui, oui, Ça c'est fait pas ça. longtemps que tu fais ça. C'est ça, c'est récent, mais tu sais, à la base, je suis un négociateur. Donc, mais en parallèle, j'ai pas de problème à partager. Dans le groupe Facebook, tout est gratuit. Le monde pose des questions, tout ça, mais il y a tout le temps du monde qui veut aller plus loin. Puis quelqu'un qui veut suivre un cours, généralement un formateur, c'est payé. Donc, je vends mon expérience. C'est un peu ça qui me différencie peut-être de d'autres personnes dans le même secteur. Là. Il y a souvent du monde, c'est des très bons pédagogues, mais souvent c'est des professeurs. Ils enseignent la théorie, qui est très bien. Mais moi, l'avantage que j'ai, je crois, sur plusieurs autres formateurs, c'est que je suis un gars de terrain. C'est mon métier négocier. Donc, je suis en arrière, puis je suis en avant-plan aussi. Là. Les deux côtés, je les ai vus. Est-ce que c'est plus une formation, c'est-tu en direct ou t'as monté un cours puis tu le vends sur, par exemple, ton site? Ben, j'ai commencé tranquillement en 2019. Je pense que j'avais donné 2 mini-formations. C'était en présentiel. Puis là, il y a eu la pandémie. Peut-être pendant 1 an, je n'ai pas vraiment donné de cours. Puis après ça, j'ai commencé à monter des cours vidéo. Donc, après ça, c'est ça. Puis le monde aime ça, puis je comprends. Là. En présentiel, souvent, puis même des fois, je donnais des cours sur Zoom en vrai, là, pas enregistré. Puis tu sais, c'était quand même un gros cours, là. C'est une journée de quasiment 6-7 heures de formation. Puis souvent, le monde, comme dans n'importe quoi, là, n'importe qui va à l'université ou à l'école, on retient peut-être 70% que qu'est-ce que le professeur dit, puis un 30%, après ça, c'est perdu. Donc, il y a souvent du monde qui dit hey, François, pourquoi tu n'enregistres pas tes vidéos? Je me faisais bombarder de questions, puis c'est correct. Fait que depuis un an environ, toutes les formations que je donne, je n'ai pas beaucoup, là, j'ai 2 formations principales, mais les 2 formations que j'ai sont sur vidéo. Puis le monde peut réécouter à temps perdu, ils peuvent les réécouter plein de fois, puis ils vont à leur rythme. Fait que c'est des formations que tu avais fait en présentiel qui ont été enregistrées, par exemple, sur Zoom, puis maintenant sont accessibles si tu payes. Oui, c'est ça. Puis maintenant, avec à l'ère de l'informatique, on bonifie à chaque année. Quand j'ai une bonne idée, ben, je rajoute. Au début, la formation durait peut-être 2 heures, là, elle est rendue 4 heures. Fait que, dans le temps, je rajoute du stock. Là. Puis c'est une formation quand même assez complète. Là. Puis as-tu une plus grosse vision pour ce groupe-là, ce mouvement-là, ou c'est vraiment juste pour offrir tes cours, puis tu laisses un peu sur le côté, ou tu penses à aller plus loin avec ça? Ben, j'aimerais ça. Encore là, ma job principale, c'est de négocier. Donc, la formation, j'ai ça en parallèle. Mais un jour, si j'arrête de transiger, on va se lancer à fond dans la formation. J'aimerais ça que ça devienne comme une école de trading, la référence. Mais
mon but, c'est d'offrir un service que j'avais pas, moi, quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé sur le parquet de la bourse, puis même au début de l'électronique, il n'y avait pas vraiment de monde qui donnait de cours. Fait que il fallait apprendre sur le tas. Toi, tu es un bon négociateur, tu veux-tu me montrer? Puis là, il me donnait des trucs, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'offre présentement? J'offre un service que moi, j'aurais aimé avoir dans le temps. Donc, toutes les questions que je me pose, tout le questionnement, ben, je réponds à toutes ces questions-là. Donc, c'est ça. C'est quoi ma vision long terme? Je veux vraiment, tu sais, là, présentement, on a peut-être juste 2, 3 cours en ligne, mais j'aimerais ça éventuellement en avoir plus. Et puis, je suis quand même proche de mes membres. Des fois, le monde se paye une formation, puis ça finit là. Mais moi, je suis tout le temps accessible sur Messenger ou via courriel. Tu sais, le monde, il ne paye pas juste une formation 500$ ou 1000$. Tu sais, il se paye un mentor. Tu sais, c'est se payer quelqu'un d'expérience, puis on peut échanger. Tant que je vais être dans le milieu du trading, c'est plate à dire, j'ai pas de vie. Fait que je suis devant l'ordinateur, puis fait que si quelqu'un m'écrit sur Messenger, je réponds aux 12 000 questions. Donc, ma vision long terme, c'est vraiment de démocratiser l'investissement ou le day trading au Québec. C'est quand même tabou, l'argent. Là. Exactement, c'est ça j'allais mentionner. Ouais. Puis au niveau de justement du day trading, je sais qu'autour de l'immobilier, il y a Collège Emrex, Imo Facile, il y en a une couple, mais day trading au Québec, je suis un peu moins renseigné sur ce sujet-là, mais il me semble qu'il n'y a pas de groupe sur le trading vraiment. Non, écoute, au Québec. Tu dois être dans les premiers. Là. Au Québec, je ne ferai pas de la publicité à personne, mais au Québec, on est environ 2, 3. Il y a d'autres formateurs, du monde d'expérience en théorie. Sinon, j'affirme, puis je suis vraiment la seule personne qui est vraiment un négociateur temps plein, qui a passé par là pour offrir de la formation, après ça en parallèle. Mais oui, effectivement, au Québec, il n'y en a pas gros. Aux États-Unis, il y en a plein, mais au Québec, encore là, c'est marginal, puis le secteur financier, l'argent au Québec, c'est tabou. Donc, n'importe qui fait de l'argent, mais excuse, entre guillemets, tu es un crosseur. Si tu fais de l'argent, tu l'as fait de croche. Donc, c'est peut-être pour ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent se lancer là-dedans. Puis c'est quand même un milieu quand même assez spécifique. Là. Comment savoir négocier en bourse, c'est pas comme aller faire un hamburger. Là, c'est sûr. C'est plus spécifique. Là, moi, je vois ça comme, parce que là, tu parlais de day trading, je vois plus ça comme un métier d'élite. Exemple, un dentiste, un avocat, un pilote de Formule 1, un joueur de NHL, c'est vraiment un métier spécialisé. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça prend certaines aptitudes. Donc, ça prend un bon coach, ça prend un bon professeur, je crois, pour se lancer là-dedans. Là, je vais toucher sur quelque chose que tu viens juste de mentionner. Est-ce que tu aurais une hypothèse pourquoi au Québec, l'argent c'est tabou? Moi, on dit ça fait juste 18 ans que je suis sur cette planète au Québec, puis je suis pas trop. Honnêtement, je sais pas pourquoi c'est comme ça ici quand je regarde les États-Unis. Pourquoi ça a développé cette culture-là, je sais pas pourquoi. Oui, l'origine de ça, j'ai pas fait mes recherches sur Internet, mais je crois que ça vient. T'as le Québec anglophone, puis t'as le Québec francophone, puis souvent l'argent, le monde qui fait beaucoup d'argent, c'est les anglophones. À Montréal, là, c'est l'ouest de la ville. Puis souvent, un peu comme n'importe quel business, il y a des bons puis il y a des moins bonnes business. Puis ceux qui faisaient beaucoup d'argent, peut-être, c'était des entreprises un peu moins recommandées, mettons. Je ne sais pas pourquoi. Genre, tu fais de l'argent, tu l'as fait malhonnêtement. Je ne sais pas. Moi, vraiment ça plate. Oui, tu sais, aux États-Unis, là, je voyage souvent aux États-Unis, puis t'entends le monde, là, sont fiers. Puis même les Québécois en Floride, là, tu sais, sont fiers. Un autre Québécois qui réussit, let's go. Puis un entrepreneur, l'esprit d'entrepreneur aux États-Unis, il est super développé. Ici, je sais pas, on s'assit sur notre petit job. Puis je dis pas que c'est mauvais d'être salarié, là, mais tu sais, ceux qui ont des visions, le monde voit juste la pointe de l'iceberg. Hein, quand quelqu'un réussit, on voit sa réussite, mais on voit pas les heures. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à transiger, je mettais 15 heures par jour, là, tu sais, puis après un an, j'ai réussi. Mais je ne sais pas pourquoi le monde sont jaloux. L'argent, je ne sais pas. C'est tabou. Parce que moi, comme je le vois, je vois que c'est quelqu'un qui a mis de l'effort, qui a été discipliné, comme tu dis, qui a eu de la détermination. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Mais quand je regarde les gens autour de moi, puis je discute avec les gens autour de moi, c'est pas vraiment la vision que les gens ont.
Je trouve ça plate, mais c'est comme ça. Oui, il faut changer ça. Et pourtant, je pense pas que c'est pas nos parents. Moi, mes parents m'ont jamais dit si tu fais de l'argent ou quelqu'un fait de l'argent, c'est parce qu'il était malhonnête. Et oui, il y a du monde malhonnête qui fait de l'argent, mais il y a du monde honnête qui fait de l'argent aussi. Là. Je ne sais pas pourquoi on focus sur les personnes malhonnêtes, mais tu sais, il faut changer ça, cette culture-là. Là. Puis tu sais, au Québec, on n'est pas beaucoup là, comparé au Canada. Puis tu sais, on a des cerveaux ici, on a plein d'entrepreneurs. Il faut favoriser ça, il faut changer ça, cette culture-là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça va être avec day trading que ça va créer un mouvement. On pourrait l'espérer. Peut-être pas, mais bon. Là, un peu pour finir, on a un peu abordé ces questions-là, mais c'est quoi des compétences, des leçons, des qualités? Comme moi, là, je veux me lancer, c'est quoi que je devrais faire? Tu t'as parlé de la discipline. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que je devrais... L'aversion au risque. Il faut être capable de... Il ne faut pas avoir trop peur du risque. Exemple, on va parler pour faire du day trading. Pour l'investissement, tout le monde peut faire ça, mais pour faire du day trading... On parlera de day trading, là. Un métier, ton métier. Spécialisé. Ouais. Aversion au risque. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une transaction, souvent, on peut perdre gros. On peut faire gros, mais on peut perdre gros aussi. Il faut être capable de gérer son stress. Encore là, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer son stress. Puis même si on veut le gérer, des fois, c'est physique. Hein? Des fois, si le corps dit non, on peut beau faire n'importe quoi, c'est non. Sinon, l'aspect discipline. Encore là, je fais un parallèle avec les athlètes. Ça prend une discipline de fer pour faire du day trading. On a bien beau suivre 12 000 formations. Si tu n'es pas discipliné, ça ne fonctionnera pas. Tu as beau, tu sais, des formations maintenant dans le trading ou l'immobilier, il y en a plein, là. Tu as bien beau de payer 100 000 $ de formation. Si tu n'es pas discipliné, si tu ne suis pas ton plan, ça ne fonctionne pas. Ça prend de la persévérance. Persévérance, un peu... Tu sais, j'ai un ami athlète, là, il s'entraîne fort, puis il a une belle shape, là, puis tu sais, ça lui a pris 10 ans là, à avoir cette shape-là. C'est la même chose pour faire du day trading. Si tu t'essayes, puis après 6 mois, tu lâches prise... c'est pour ça que le taux de succès des day traders, je pense que c'est 95% ne réussissent pas. Mais dans ces statistiques-là, on ne sait pas c'est quoi combien de temps qu'ils essayent. Mettons, toi, tu vas faire du day trading une semaine, puis ça ne fonctionne pas, tu rentres dans les statistiques. Là. C'est sûr que c'est ça. Et puis un autre... Ça biaise les statistiques un peu. Là, oui, c'est ça. Il faut se donner peut-être 6 mois, 1 an. Donc, c'est ça. Puis, mais bref, pour ne pas rentrer dans les statistiques, tu parlais de qu'est-ce que ça prenait comme pas avantage, mais qu'est-ce que ça prenait comme aptitude pour faire du day trading. Maintenant, tu as de la simulation. Moi, je dis tout le temps au monde, à cause de l'Internet, au lieu de perdre de la vraie argent, on fait de la simulation. Donc, ça nous permet de développer une certaine... C'est de l'argent fictif, ça nous permet de développer une certaine stratégie, ça nous permet de développer une certaine discipline. Et puis, moi, je dis souvent, c'est pas de l'argent de Monopoly qu'on transige. Donc, même si on perd juste 50 $, mais c'est juste 50 $, là, perd 50 $ par jour, là, ça fait quasiment 1500 $ à la fin du mois que tu as perdu pour rien. Là. Donc, c'est ça. Et puis, malheureusement, maintenant, on a accès à un ordinateur. Quand on transige, on a une manette de jeu dans les mains. Donc, l'important, là, c'est d'être encore là discipliné, mais de ne pas forcer la trade. Tu sais, on va vouloir acheter n'importe quoi. C'est comme un jeu Nintendo. Là. On va vouloir acheter n'importe quelle compagnie parce que ça monte. C'est pas ça. Donc, il faut faire ses études. Il faut étudier le graphique. Il faut étudier la compagnie. Une autre portion un peu plus technique, il faut mettre nos stop-loss. Le langage trading, là, c'est mettre un stop-loss. Ça veut dire quand on prend une position, on sait à quel prix qu'on achète, on sait à quel prix qu'on va vendre, puis à quel prix qu'on va prendre notre perte aussi, parce que la bourse, ça ne fait pas juste monter en général. Surtout quand on fait du day trading, il y a beaucoup de fluctuations. Donc, c'est important d'avoir la discipline, de dire, bien, on a perdu, on prend notre perte. Mais ça, c'est la grosse erreur que beaucoup de négociateurs vont faire. Ils vont acheter, puis le titre va descendre, puis ils vont dire, je vais attendre, ça va remonter. C'est un classique. Puis, je l'ai fait cette erreur-là, puis je suis sûr que du monde qui nous écoute l'ont déjà fait aussi. Ça prend une discipline. Tu sais, tout revient à la discipline. Donc, il y a plein de conseils, là, mais persévérance, discipline, et puis une bonne hygiène de vie aussi. Tu sais,
quand tu travailles le lendemain à 7 heures, le soir, on se couche de bonne heure. Là, puis pas trop de party. Juste la fin de semaine. Faut y avoir un équilibre dans le fond. Là. Oui, c'est ça, l'équilibre. Fait que faut être persévérant, discipliné et équilibré. Je trouve que c'est des excellents advice. Je sais pas c'est quoi le mot en français? Conseil, excuse-moi. Mais par contre, la seule chose que je dirais ici, là, avant de finir, c'est toi, dans le fond, là, au début, t'avais pas de balance par contre. Est-ce que selon toi, c'est ça qui a favorisé ton succès, qui était un peu pas la clé à ton succès, mais ça te donne un avantage? Parce que moi, dans la vie, je me dis toujours, faut que je garde une balance, c'est ça l'important. Mais quand tu regardes le monde qui réussissent, on va dire, les meilleurs athlètes, les meilleurs marchés, traders, c'est des gens qui ont tout donné puis qui ont pas eu d'équilibre. Des têtes folles puis des extrémistes. Oui, c'est ça la différence entre toi et moi. Toi, tu vas peut-être te rendre où ce que je suis, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais tu vas te rendre. Moi, c'est parce que j'ai monté vite, parce que j'étais jeune. J'ai dit j'avais faim d'argent, j'avais soif d'argent. Tout le monde a soif d'argent, là. Mais j'ai pris des gros risques, puis je savais, c'est niaiseux à dire, mais je savais pas trop ce que je faisais. Donc j'ai gros, puis je savais c'était quoi les produits, je transigeais, mais j'avais pas de plan de match. Contrairement à aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaye d'expliquer. J'ai été chanceux, j'ai quand même perdu 50% de mon capital après 6 mois, puis après ça, je me suis formé, puis je me suis refait, puis ça a quand même monté vite, mais j'avais quand même un manque de discipline. Donc, ça a été du bon côté. Versus toi, qui est ultra discipliné, tu vas te rendre à la même place que moi. Ça va prendre juste un peu plus de temps. Puis, tu sais, des fois, le temps, le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est notre meilleur allié aussi. Là. On veut tout faire de l'argent vite, mais si on veut faire de l'argent vite, achète-toi un 6,49 ou va au casino, c'est ta meilleure chance. Mais si tu veux faire de l'argent en bourse, avec le temps, tu vas en faire de l'argent. Fait que oui, pour répondre à ta question, ceux qui ont eu des gros succès rapides, c'est souvent du monde qui n'ont pas été nécessairement disciplinés. On va dire chanceux. J'ai été chanceux à mes débuts, mais ça fait 30 ans que je fais ça, donc ma chance... tu crées ta chance en soi. Tu l'aurais peut-être eu après 10 ans en place de... Une fois par année, là, quand au 6,49, là, tout le temps un tirage à 50 millions, j'achète tout le temps 100 pièces de tickets une fois par année, puis j'ai jamais gagné. Fait que, chanceux... j'ai été chanceux, là, mais ma chance, je l'ai développée, puis c'est un certain, je ne vais pas dire que c'est un talent, mais bref, j'ai développé mon métier, mais bref, si on veut faire de l'argent vite, il faut être chanceux. Bon, merci François pour tes très très belles perspectives, tes conseils. Moi, c'est très très apprécié. On est très choyés que tu sois venu sur le podcast. Merci juste mentionner, ça fait plaisir. Juste mentionner qu'Adam il était pas là, il y a eu un empêchement de dernière minute, j'avais oublié de le mentionner au début. Normalement, on est deux. Okay. Ça s'est bien fait, moi je trouve à Ars. C'est la première fois que je faisais ça. Moi, j'ai bien apprécié, surtout avec toi. Honnêtement, c'est très gentil. Je vous invite à aller voir Day Trading sur Internet, vous renseigner. François, lui aussi, a un podcast. Si vous voulez apprendre plus, là, des conversations beaucoup plus approfondies sur le sujet, vous pouvez aller voir toutes ces affaires. Puis sinon, on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode.